Je n'ai jamais aimé les enterrements, mais celui-là, je l'ai senti jusque dans mes os. À 68 ans, on croit que la mort cesse de surprendre. On se trompe. Quand on a vu son propre enfant descendre en silence dans un trou de terre, tout le reste du monde devient flou, comme si le froid du cimetière vous avait gelé les yeux. Ce matin-là, à Besançon, une pluie fine tombait sur le cimetière de Saint-Claude. Les parapluies noirs faisaient comme des champignons autour de la tombe de Laurent. Mon fils, 42 ans, un cœur fatigué, disait-on, trop de travail, pas assez de repos. Je serrais le petit livret de cérémonie dans mes mains, incapable de lire son prénom imprimé en lettres dorées. C'était comme si on l'avait volé pour le coller sur un morceau de carton. Karine, ma belle-fille, était à côté du cercueil, strictement maquillée, sans une larme. Elle réajustait sans cesse son manteau beige, comme si le pli de la manche comptait plus que la poignée de terre qu'elle allait jeter sur la chair de son mari. Léo, mon petit-fils de 10 ans, s'accrochait à elle, les yeux rougis. Quand il a croisé mon regard, il a fait un pas vers moi, mais Karine a posé sa main sur son épaule et l'a retenu. Geste léger, presque imperceptible. Il n'empêche, j'ai senti le mur se lever. Après la cérémonie, les gens ont parlé à voix basse, comme toujours. Si jeune, quelle injustice. On m'a serré la main, embrassé les joues. J'ai hoché la tête. Oui, merci d'être venu, sans savoir très bien à qui je répondais. Je n'avais qu'une envie, rentrer, enlever mes chaussures qui me sciaient les pieds, prendre Léo dans mes bras et me laisser tomber sur le vieux canapé du salon, celui que j'avais aidé à payer quand Laurent et Karine avaient acheté la maison. Je dis encore « maison de Laurent ». C'est un réflexe idiot. Sur l'acte de propriété, il y a aussi le nom de Karine. C'est elle qui aime le répéter. Dehors, sur le parking du cimetière, elle distribuait des sourires mécaniques, remerciait les gens d'être venus, acceptait des condoléances comme on encaisse des chèques. À un moment, elle s'est tournée vers moi. « Maman, tu montes avec qui ?» Sa voix était polie, mais ses yeux glissaient déjà ailleurs. « Avec qui tu veux ?» ai-je murmuré. « Peu importe. » Finalement, c'est un cousin éloigné qui m'a déposé. Monique, 68 ans, passagère dans sa propre tragédie. La maison, en périphérie de Besançon, sentait encore le café froid et les plats réchauffés. On avait disposé des assiettes, des quiches, des plateaux de fromage. Les gens sont entrés, ont mangé, parlé à mi-voix. J'ai fini à la cuisine, comme toujours. À sécher les verres, à faire tourner la cafetière, à remettre du papier toilette dans les WC. C'est drôle, ce qu'on laisse aux mères, les miettes et les serviettes usagées. Karine, elle, tournait entre le salon et le couloir, saluant les collègues de Laurent, les voisins, un collègue de Léo au club de foot. Elle riait même parfois, un rire doux, parfaitement dosé, celui qu'on attend d'une veuve digne. Personne n'a remarqué quand je me suis assise 5 minutes dans l'escalier, les mains tremblantes, le cœur battant trop vite. Je me suis dit, tiens bon, encore un peu. Ce soir, tu seras dans ta chambre, tu pourras pleurer en silence. Ma chambre à l'étage, avec la petite commode que je traîne depuis mon mariage, les draps que j'ai achetés en solde à Lafayette et la photo de Laurent bébé sur la table de nuit. Les derniers invités sont partis vers 19 heures. Le silence est tombé comme un manteau trop lourd. Léo est monté dans sa chambre sans un mot. J'ai commencé à ramasser les assiettes en plastique, les verres vides. C'est là que Karine est entrée dans la cuisine. Son visage avait changé. Plus de sourire, plus de masque. Juste une dureté nette comme une lame sortie de son étui. « C'est bon, maman, laisse », a-t-elle dit. « Je m'en occuperai. » Je me suis figée, une assiette à la main. « Tu es sûre, je peux finir ?»« Non, tu as déjà assez fait. » Le ton m'a piqué. J'ai reposé l'assiette doucement sur le plan de travail. « Karine, si tu veux que je parte quelques jours, je peux aller chez une amie, le temps que… » « Non, a-t-elle coupé sèche. Pas quelques jours. C'est ce soir. J'ai cru avoir mal entendu. Ce soir quoi? Elle a croisé les bras. Ce soir, tu pars. Je ne peux pas te garder ici. Je dois penser à Léo, à moi. On a besoin de se reconstruire. Tu comprends? Se reconstruire, en me dégommant comme une vieille cloison inutile. Karine, balbutiai-je, mais c'est aussi chez moi, ici. J'ai mis tout mon… Non, a-t-elle tranché. Sur les papiers, c'est chez moi et Laurent. Et Laurent n'est plus là. Elle a fait un signe vers le couloir. Une valise m'attendait déjà, posée près de la porte d'entrée. Ma valise. Mes affaires pliées à la va-vite, débordant légèrement.
Tu avais prévu ça, ai-je murmuré. Oui, je ne peux pas continuer comme avant. Tu n'as qu'à retourner dans ton appartement du centre. Tu as ta retraite. Tu ne seras pas à la rue. Je me suis approchée de l'escalier. Léo, je peux au moins lui dire bonne nuit? Son regard s'est glacé. Non, il est assez traumatisé comme ça. Tu lui feras du mal. Tu t'accroches trop à lui. C'est malsain. Ce mot-là m'a giflé plus que tout le reste. Malsain. Je ne me souviens plus très bien comment j'ai pris la valise, comment je me suis retrouvée dehors sur le trottoir, la porte se refermant lentement derrière moi. Je me rappelle seulement le bruit sec du loquet et la sensation du goudron froid sous mes chaussures. C'est étrange comme le monde continue. Les voitures passaient, les fenêtres éclairées des voisins clignotaient comme si de rien n'était. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus avec ma valise qui coinçait à chaque fissure du trottoir. À mon âge, on n'est pas censé tirer sa vie derrière soi sur 2 petites roulettes en plastique. Je me suis retrouvée quelques heures plus tard dans une petite chambre d'hôtel, près de la gare Viotte. Odeur de détergent, couvre-lit taché de café, néon blafard. J'ai posé ma valise, je me suis assise sur le bord du lit. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber ma carte bancaire en la sortant. La réceptionniste a tapé le montant sur le terminal. « Insérez votre carte », a-t-elle dit. Je l'ai fait, machinalement. Code. Mes doigts ont composé les 4 chiffres d'une mémoire automatique. Une seconde d'attente, puis 2. Le petit écran a affiché un message que je n'avais encore jamais vu de ma vie. Opération refusée. J'ai senti mon cœur rater un battement. Au même moment, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification de ma banque venait d'apparaître. Et c'est là que j'ai compris que ce soir-là, je n'avais pas seulement perdu mon fils. On était en train de me voler le reste. La notification sur l'écran de mon téléphone semblait banale. Une petite icône bleue, le logo de la banque, un aperçu anodin, mouvement inhabituel sur votre compte. Inhabituel. Mon fils venait d'être enterré, ma belle-fille m'avait mise à la porte, et pour eux, ce n'était qu'un mouvement inhabituel. Je suis remontée au bureau vitré de la réceptionniste, les joues brûlantes. « On peut réessayer ?» ai-je demandé. Peut-être que... Elle a hoché la tête, gentille mais pressée. « Bien sûr, madame. 2e tentative. Même résultat. Opération refusée. » Je me suis écartée pour ne pas bloquer le passage et j'ai ouvert la notification. Mon code secret, je le connais mieux que la date de ma propre naissance, je ne pouvais pas me tromper. L'application s'est ouverte lentement, comme si elle hésitait à me faire du mal. Solde du compte courant, 27,13 €. Hier encore, il y avait plusieurs milliers d'euros dessus. En dessous, les dernières opérations. Une longue ligne s'est détachée du reste, en gras, virement sortant 9 500 €, compte bénéficiaire, Xitsix Karine D. Je suis restée figée. 9 500 €. C'était presque tout ce qui restait de l'argent que mes parents m'avaient laissé, ces économies que j'avais versées petit à petit sur ce compte pour aider Laurent en cas de coup dur. L'en cas de coup dur venait d'avoir lieu, mais pour quelqu'un d'autre. J'ai composé le numéro de la banque, là debout contre le mur du petit couloir tapissé de posters touristiques. Après plusieurs menus, une musique d'attente trop gaie, une voix m'a enfin répondu. « Bonjour madame, que puis-je pour vous ?» Je me suis présentée, j'ai expliqué le virement, la mort de mon fils, mon impossibilité de payer même une chambre d'hôtel. « Je comprends madame », a répondu la voix très neutre. « Mais le virement a été effectué ce matin par une personne disposant d'une procuration valide sur le compte. » « Quelle personne ?» ai-je demandé, même si je le savais déjà. Un silence. On aurait dit qu'elle se souvenait tout à coup du secret bancaire. Je ne peux pas vous donner plus de détails, madame. Mais la procuration date d'il y a quelques semaines. Elle a été signée en agence, en votre présence. En ma présence? Non. J'aurais signé un tel papier? Je me suis revue ces derniers mois, perdue entre l'hôpital de Laurent, les médicaments, les papiers de la retraite. J'ai senti un vertige. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré. Je n'ai pas signé. Dans ce cas, il faudra contester par courrier avec un rendez-vous au plus vite en agence. Votre conseiller vous expliquera la procédure. Et puis, il y a la question de la succession de votre fils, a-t-elle ajouté, comme si c'était un autre dossier à cocher sur son écran. J'ai fini par payer la chambre avec ma vieille carte associée à un livret que j'avais presque oublié.
Quelques dizaines d'euros y dormaient encore. De quoi tenir quelques jours, peut-être. Le lendemain matin, je suis reparti avec ma valise vers le centre-ville. Le bus m'a déposé près de la place du 8 septembre. Besançon avait ce visage gris des jours entre deux saisons, ni vraiment hiver, ni encore printemps. Je suis passé devant la boutique où je travaillais autrefois comme secrétaire médicale. Nouvelle enseigne, nouvelle couleur. On efface les gens plus vite qu'on ne repeint les murs. Mon T2, rue en pente du côté de Battant, m'attendait comme un vieux chien oublié. La serrure a résisté une seconde, puis a cédé. Une odeur de poussière et de renfermé m'a accueilli. Il y avait encore des traces du dernier locataire. Un rideau de douche bon marché, un autocollant Marseille sur le frigo. J'ai posé ma valise au milieu du salon nu et j'ai senti quelque chose se détendre en moi. C'était petit, froid, défraîchi, mais c'était à moi. À mon nom. Monique Durand, toute seule sur l'acte de propriété. « Ah ben tiens, vous voilà, Madame Monique. » Je me suis retournée. Dans l'encadrement de la porte, au bout du couloir, se tenait René, mon vieux voisin du palier, un sac poubelle à la main. « Je vous ai vu passer par la fenêtre, » a-t-il dit. « Je me demandais quand vous reviendriez. » Je n'ai rien répondu. Ma gorge était trop serrée. Il a compris et m'a simplement pris la valise des mains. « Allez, on va poser ça. Après, vous me raconterez, ou pas. » Le soir, allongé sur un matelas qu'il m'avait aidé à gonfler, je fixais le plafond jauni. Les chiffres du virement dansaient devant mes yeux. 9 500 €. Procuration. En votre présence. Vers 22 heures, mon téléphone a vibré. Un message de Karine. 4 lignes, pas une de trop. Arrête de marceler, Monique. Tu n'as plus rien à voir avec nous. Si tu continues à fouiller dans les comptes, je vais porter plainte. Et crois-moi, personne ne te croira. Les jours qui ont suivi ont eu la consistance d'une soupe froide, épais, terne, impossible à avaler. Je me suis levée chaque matin dans ce T2 glacé comme dans une chambre d'hôpital après la visite du médecin. Besançon bruissait derrière les fenêtres, mais chez moi, tout avait un son étouffé. Il fallait pourtant faire les démarches, comme disent les formulaires. Je suis allée à la CAF, à la Sécurité sociale, à la Mutuelle de Laurent. Partout, on m'a demandé des photocopies, des certificats, des RIB. Partout, on a prononcé son nom comme un numéro de dossier. Je répondais, je signais, j'alignais des dates. À 68 ans, j'apprenais que la mort ne suffit pas, il faut encore la prouver avec des papiers A4. René, mon voisin, passait parfois avec une baguette, un plat de lasagne, un paquet de café. Il parlait de la météo, du tram, de la prochaine fête de copropriété. Il ne posait pas trop de questions. C'est pour cela que je l'aimais bien. « Prenez votre temps, Monique, » disait-il. On finit toujours par reprendre un rythme, même bancal. Un matin, en allant au marché de Battant, j'ai commencé à sentir le bancal. 2 voisines que je connaissais depuis 20 ans m'ont aperçu près du stand fromage. Elles ont échangé un regard, puis ont tourné la tête comme si j'étais un lampadaire fêlé. L'une d'elles, pourtant, adorait autrefois me raconter sa sciatique en détail. Et plus loin, une ancienne collègue m'a abordé. « Monique, tu es là ? Je suis désolée pour Laurent. Vraiment, sa main a effleuré mon bras, puis elle a baissé la voix. Tu sais, Karine passe parfois au cabinet. Elle ne va pas bien non plus. Elle dit que tu as beaucoup de mal à accepter, qu'il faut faire attention avec toi, que tu mélanges un peu tout maintenant. Mélange un peu tout. La formule m'a brûlée. J'ai ravalé ma réponse. Ah bon, ai-je dit ? C'est ce qu'elle raconte. Elle est inquiète pour Léo, tu comprends. Elle dit que tu t'accroches trop, que tu as toujours eu des comportements un peu excessifs. Je n'ai jamais été excessive de ma vie. J'ai été secrétaire médicale pendant 35 ans. Pointilleuse, correcte, ponctuelle. J'ai appris à tout classer, surtout la douleur des autres. On attendait de moi que je garde la tête froide, même quand les urgences débordaient. On ne devient pas folle. En 2 enterrements, je suis rentrée avec mon sac de courses plus lourd que d'habitude. Dans la cage d'escalier, 2 jeunes du 3e se sont tus en me voyant passer. L'un d'eux a chuchoté « C'est elle là ». Je n'ai pas demandé elle quoi, je savais déjà. L'après-midi, j'avais rendez-vous chez le notaire, maître Collin, avenue Carnot. J'ai mis mon manteau noir, le même que pour l'enterrement. Les veuves, on n'a pas un budget pour chaque rôle. Dans la salle d'attente, une affiche parlait de protéger ses proches avec un bon testament.
Je me suis demandé qui Laurent pensait protéger en ne me parlant jamais vraiment de ses papiers. Maître Colin m'a reçu dans son bureau aux boiseries sombres. Il connaissait ma famille. C'est lui qui avait réglé la succession de mes parents. Madame Durand, asseyez-vous. Je suis vraiment désolée pour votre fils. Il a consulté un dossier beige. Pour ce qui est de la maison, elle appartient en communauté à votre fils et à son épouse. Votre apport initial n'a pas été formalisé par un acte. Sur le papier, vous n'êtes ni propriétaire, ni usufruitière. J'ai hoché la tête. J'avais déjà entendu des phrases semblables dans d'autres contextes. On ne peut pas faire plus pour votre mari. Les résultats sont ce qu'ils sont. En revanche, a-t-il poursuivi, si des fonds provenant de votre patrimoine ont été détournés sans votre consentement, c'est une autre question. Et s'il y a eu des manœuvres sur les procurations bancaires, il faudra peut-être envisager une action pour abus de confiance, voire abus de faiblesse, selon les circonstances. Abus de faiblesse. J'ai laissé les mots se déposer en moi comme des cailloux au fond d'un seau. Faible, je l'étais, oui, mais pas au point de signer n'importe quoi les yeux fermés. Pas volontairement. En sortant de l'étude, je me suis retrouvée nez à nez avec la sortie d'école de Léo. Le hasard, parfois, a un humour cruel. Les enfants déboulaient, cartable sur le dos. Je l'ai vu, lui, tout de suite. Il m'a vu aussi. Son visage s'est illuminé et il a fait un pas en avant. « Mamie !» Karine l'a agrippé par l'épaule comme si la chaussée brûlait. « On y va, Léo. » Elle ne m'a même pas salué. Juste un regard rapide, tranchant, puis cette phrase, jetée à voix assez haute pour que les mères autour entendent. « Je t'ai dit qu'on ne parlait plus à cette femme. » Ce n'est pas bon pour toi, cette femme. Comme si j'étais une voisine gênante, pas la grand-mère qui l'avait portée sur ses genoux. Les regards se sont tournés vers moi. Certains compatissants, d'autres méfiants. L'image de la vieille folle commençait à prendre forme. Ce soir-là, dans mon T2, j'ai sorti tous mes papiers sur la table. Relevés, vieux ribes, copie de virement à Laurent. J'ai aligné les chiffres comme des soldats. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché le nom que m'avait donné le notaire. Maître Élodie Martin, avocate au barreau de Besançon, droit pénal, droit de la famille. Pour la première fois depuis la mort de mon fils, j'ai composé un numéro sans trembler. Le cabinet de Maître Martin se trouvait près du palais de justice, dans une rue où les façades semblaient elles aussi porter des robes noires. J'y suis allée un matin de pluie, avec mon vieux dossier cartonné serré contre moi comme un bouclier. La salle d'attente était étroite, tapissée de codes rouges et bleus. Une secrétaire m'a fait remplir une fiche. Nom, prénom, adresse, raison de la consultation. J'ai hésité, puis j'ai simplement écrit « Problèmes familiaux et financiers après décès de mon fils ». Quand Maître Martin est venu me chercher, j'ai d'abord remarqué ses yeux. Pas froids, mais précis. Elle avait une quarantaine d'années, un carré de cheveux châtains, un tailleur sombre qui tombait bien. Elle m'a tendu la main. « Madame Durand, c'est ça ? » ?»« Entrez, je vous en prie. » Son bureau était clair, rempli de dossiers ouverts. Elle a pris un stylo. « Dites-moi, on va reprendre dans l'ordre. » Alors j'ai parlé de Laurent, de sa maison, de mon apport qu'on n'avait jamais vraiment écrit noir sur blanc. On verra plus tard, maman. De Karine, du jour de l'enterrement, de la valise déjà prête, du virement de 9 500 €, des rumeurs au marché, de l'épisode à la sortie de l'école. Par moments, ma voix tremblait, mais je n'ai pas pleuré. J'en étais presque fière. Elle m'a laissé terminer sans m'interrompre, si ce n'est pour noter une date, un montant, un nom. Bon, a-t-elle dit finalement en reposant son stylo. Il y a plusieurs choses. D'abord, la question bancaire, procuration, virement, éventuelle falsification de signature. Ensuite, la question de la maison, vos apports à la succession de votre fils. Et enfin, la dimension, psychologique et sociale. Les rumeurs, la mise à la porte après les obsèques. Elle a marqué un silence. En droit, on parlerait d'abus de confiance, peut-être d'abus de faiblesse, si on peut démontrer que vous étiez dans un état de vulnérabilité quand on a modifié certaines procurations. Et, selon ce qui s'est passé à l'hôpital, on pourrait même évoquer la non-assistance à personne en danger. Mais ça, il faut des preuves solides. Abus de faiblesse, non-assistance. Les mots juridiques, dans sa bouche, ressemblaient à des pierres qu'on pose une à une pour construire un mur. Concrètement, que puis-je faire ? Ai-je demandé. D'abord, un constat d'huissier.
a-t-elle répondu. Il vérifiera si des effets personnels à vous se trouvent encore dans la maison, si votre présence était bien installée là. Ensuite, nous allons demander à la banque la copie des procurations et des relevés détaillés. Officiellement, par courrier recommandé, vous ne contesterez pas au téléphone, mais par écrit. Elle a levé les yeux vers moi. Et je vous déconseille fortement d'appeler Karine, d'aller la voir, de lui envoyer des messages. À partir de maintenant, tout doit passer par moi. Vous comprenez? J'ai hoché la tête. C'était étrange de confier sa colère à une autre personne. Mais en même temps, je me suis sentie moins seule. Pour l'hôpital, a-t-elle poursuivi, nous demanderons le dossier médical complet de votre fils. Nom du médecin de garde, des infirmières présentes, horaire des interventions. Nous verrons ensuite s'il est pertinent de déposer plainte au pénal. Pour l'instant, concentrons-nous sur les éléments bancaires et patrimoniaux. Elle a sorti un formulaire. Mes honoraires fonctionneront en partie au forfait, en partie au temps passé, a-t-elle expliqué. Nous pourrons aussi demander au juge de mettre à la charge de la partie adverse une partie de ses frais si les abus sont reconnus. Je pensais à mes 27,13 sur mon compte courant. J'ai dû faire un mouvement, car elle a ajouté « Vous avez une petite retraite, un appartement payé, c'est ça? Nous verrons ensemble. » Je ne vous laisserai pas tomber pour des honoraires, Madame Durand. Il y a dans votre dossier quelque chose qui me dérange profondément. Quelque chose qui me dérange. J'ai senti une chaleur discrète se loger dans ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait ce que je voyais. Nous avons signé la convention d'honoraires. En sortant du cabinet, je tenais dans mon sac un double de la lettre recommandée qu'elle allait envoyer à la banque et la carte d'un huissier qu'elle connaissait bien. Le ciel de Besançon restait bas, mais j'avais le sentiment d'avoir éclairé un coin de ma nuit. Ce soir-là, dans mon T2, j'ai rangé soigneusement les papiers dans une chemise neuve. Je m'apprêtais à éteindre la lampe quand mon téléphone a vibré. Un message de Karine. Encore. Je sais que tu as vu un avocat. Tu crois que je ne suis pas au courant? Tu joues à un jeu dangereux, Monique. Tu devrais te souvenir de ce qui s'est vraiment passé la nuit où Laurent est mort, avant d'accuser les autres. La nuit où Laurent est mort. Jusqu'ici, c'était un bloc de douleur floue dans ma mémoire. En lisant ces mots, un détail que j'avais enfoui a commencé à remonter, lentement, comme une bulle sombre depuis le fond d'un puits. La nuit où Laurent est mort, ma mémoire l'avait recouverte d'un drap blanc. En lisant le message de Karine, ce drap s'est soulevé par un coin. Je revois le couloir de l'hôpital Jean Manjose, à Besançon. Odeur de désinfectant, lumière au néon, ce froid particulier qui n'a rien à voir avec la météo. Laurent était en cardiologie depuis une semaine. J'y passais mes journées, assis sur une chaise pliante, à compter les bips des machines comme d'autres récitent un chapelet. Ce soir-là, l'infirmière m'avait presque ordonné de rentrer me reposer. « Rentrez chez vous, Madame Durand. On vous appellera si quelque chose change. Vous tenez à peine debout. » Karine, elle, était arrivée plus tard, talons claquant dans le couloir, téléphone vissé à la main. « Je reste avec lui cette nuit, » avait-elle dit. « Je peux gérer, t'inquiète, maman. » Maman. Elle m'appelait comme ça devant Laurent pour faire famille. Je l'ai prise au mot. J'ai embrassé mon fils sur le front, j'ai caressé sa main froide. Il m'a souri, fatigué. « Ça va aller, man. Va dormir un peu. » Je suis rentrée au pavillon, j'ai tourné en rond 2 heures, incapable d'appuyer sur l'interrupteur de ma chambre. Vers 2 heures du matin, je n'en pouvais plus. J'ai pris un taxi pour retourner à l'hôpital. Le chauffeur m'a parlé de l'OM, des bouchons sur l'A36, de l'augmentation du gasoil. Je n'ai rien entendu. Quand je suis arrivée dans le service, quelque chose clochait. Trop de lumière, trop de monde. Une infirmière passait en courant. J'ai reconnu Karine, debout près de la porte de la chambre de Laurent. Son visage était livide. Un médecin levait la voix, sans hurler, mais avec cette froideur qui remplace la colère quand on est fatigué. « Mais enfin, madame, pourquoi n'avoir appelé personne plus tôt? On vous avait bien dit de sonner si je n'ai pas entendu la fin. » Karine s'est tournée vers moi. « Tu tombes mal, a-t-elle lâché. Ils essayent encore. Ils n'essayaient déjà plus. » Un interne est sorti, l'air fermé, et m'a emmené dans une petite salle pour m'expliquer ce que je savais déjà. Arrêt cardiaque, réanimation, nous avons fait tout notre possible.
J'ai signé des papiers que je n'ai pas lus. Le reste de cette nuit-là est un trou noir. Ce qui me revient maintenant, c'est cette phrase du médecin à Karine. Pourquoi n'avoir appelé personne plus tôt? Et le regard fuyant de ma belle-fille. Le lendemain de ce souvenir retrouvé, je suis retournée voir Maître Martin. Elle m'a écoutée, le menton posé sur ses mains jointes. C'est un élément, a-t-elle dit. Pas une preuve en soi, mais un élément. Nous allons demander officiellement le dossier médical de Laurent, y compris les notes d'infirmière. Il faudra aussi, si vous en êtes d'accord, qu'on identifie celle qui était de garde cette nuit-là. J'ai acquiescé. C'était plus seulement une question d'argent. C'était une question de vérité. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée, mais pas de la banque, de la police nationale. Convocation pour audition, motif harcèlement moral. Signé du commissariat de Besançon. J'ai relu 3 fois la phrase. Harcèlement moral. Moi. Au commissariat, une jeune gardienne de la paix m'a installée dans un bureau nu avec une table en mélaminé. Un homme d'une 50aine d'années, chemise froissée, m'a posé des questions d'une voix lassée. « Vous appelez souvent votre belle-fille, Madame Durand ?»« Non, j'ai arrêté. »« Vous lui avez envoyé des messages menaçants ?»« Non plus. C'est elle qui, il a soupiré. Vous comprenez, elle nous dit que vous l'appelez à toute heure, que vous l'accusez de vol, que vous perturbez Léo. On ne peut pas savoir qui dit vrai. On consigne. Ensuite, ça ira éventuellement chez le procureur. J'étais donc arrivée là, assise sur une chaise branlante, à devoir prouver que je n'étais pas une vieille harceleuse qui s'accroche à son chagrin comme une sangsue. En sortant du commissariat, l'air m'a paru plus lourd que dedans. J'ai marché sans vraiment regarder où j'allais, jusqu'à ce que mes pas me mènent presque malgré moi, vers le quartier pavillonnaire où se trouvait la maison. Je me suis arrêtée au coin de la rue. Là, devant le portail, Karine parlait avec un homme que je ne connaissais pas. Trentaine, bien coiffé, chemise ajustée, une sacoche en cuir à la main. Il montrait la façade, prenait des notes sur une tablette. J'ai entendu juste une phrase, portée par le vent. « Si on se décide vite, on pourra la mettre en ligne la semaine prochaine. » Le marché est très bon en ce moment sur Besançon. Karine a répondu quelque chose que je n'ai pas saisi. Puis, dans un geste qui n'avait plus rien de veuf, elle a posé sa main sur le bras de l'homme. Et j'ai compris que, pendant que je luttais pour garder la tête hors de l'eau, quelqu'un était déjà en train d'essayer de vendre les murs où j'avais laissé mon cœur. Je ne sais pas combien de temps je suis restée plantée à ce coin de rue, paralysée comme une figurine de vitrine. Karine et l'homme, que j'identifiais bientôt comme un agent immobilier, se sont serrés la main, puis il est monté dans sa voiture. Elle est rentrée sans se retourner, comme si elle sortait juste de chez le boulanger. Vendre la maison de mon fils sans même que la succession soit réglée, comme on se débarrasse d'un canapé trop vieux. De retour dans mon T2, j'ai appelé Maître Martin. Ma voix était étonnamment calme. « Elle veut vendre », ai-je dit. J'ai vu un agent immobilier devant chez elle. Il parlait de mettre en ligne la semaine prochaine. Un court silence, puis « Très bien », a-t-elle répondu. Ça confirme ce que je craignais. On ne va pas la laisser faire ça dans l'ombre. Demain, vous appelez l'huissier dont je vous ai parlé. Il ira constater la situation sur place. Et moi, je ferai un courrier au notaire pour lui rappeler l'existence de la succession et l'impossibilité de vendre sans éclaircir certains points. Le lendemain matin, j'ai composé le numéro de l'huissier. Sa voix était sèche, professionnelle. Nous avons fixé un rendez-vous. Le jour venu, j'ai attendu au coin de la rue comme la vieille espionne d'un film de série B pendant qu'il sonnait chez Karine. Je n'ai pas entendu la conversation, mais je l'ai vue. Elle a d'abord refusé d'ouvrir, puis l'huissier lui a montré sa carte par le Judas. Finalement, la porte s'est entr'ouverte. Il est resté à l'entrée, il a pris des photos, des notes. Il n'est pas monté à l'étage où se trouvait autrefois ma chambre. Je l'ai su, la loi protège, mais elle ne sait pas toujours jusqu'où vont les souvenirs. Plus tard, il m'a transmis son constat. Présence de certains biens manifestement anciens, la grande table de salle à manger de mes parents, cartons empilés, annonces immobilières imprimées sur la table basse, mention d'un agent, Damien L. L'essentiel pour Maître Martin. Quelques jours après, René est monté chez moi avec une feuille imprimée à la main. « J'ai regardé sur Internet », a-t-il dit.
Je me suis dit que, enfin, il fallait vérifier. Sur la page, une annonce. Charmante maison familiale à proximité de Besançon, 4 chambres, grand jardin, idéal jeune couple. La photo montrait mon ancienne façade, cadrée de façon à ne pas voir la rue, mais je reconnaissais la rambarde, la glycine le long du mur. Prix demandé, une somme ronde, indécente au regard du temps que j'avais passé à astiquer chaque marche de cet escalier. Elle est culottée, murmura René. La succession n'est même pas encore. Il n'a pas fini sa phrase. Il a vu mon visage. Vous voulez un café? A-t-il simplement ajouté. Je lui ai répondu que non, merci. Je voulais autre chose. Je voulais que quelqu'un dise à Karine qu'on ne vend pas la mémoire des gens comme un bien idéal jeune couple. Maître Martin n'a pas offert de café non plus. Elle a préféré l'efficacité. Nous avons le constat d'huissier, les captures de l'annonce en ligne, les mouvements bancaires douteux et votre mise à la porte juste après les obsèques, a-t-elle énuméré lors de notre rendez-vous suivant. C'est suffisant pour déposer plainte pour abus de confiance et tentative de cession frauduleuse d'un bien indivis. En parallèle, j'ai écrit à Maître Collin pour lui demander de bloquer toute vente en attendant la clarification de la succession. Elle a marqué une pause. Et j'ai reçu un premier élément du dossier médical de votre fils. L'infirmière de garde, cette nuit-là, a noté qu'elle avait été avertie tardivement d'une aggravation de son état. Elle mentionne la présence de son épouse, qui minimisait les symptômes. C'est écrit noir sur blanc. Je me suis sentie vaciller. Non pas de surprise, je crois que quelque part je le savais, mais de confirmation. Ce qu'on pressent dans la douleur et le brouillard, la plume d'une inconnue venait de le graver. Est-ce que ça veut dire que Karine, ai-je commencé? Ça veut dire, a tranché Maître Martin, que nous avons matière à ouvrir aussi une procédure pour non-assistance à personne en danger. Nous le ferons de façon prudente, mais ferme. Et vous, Madame Durand, vous allez tenir bon. À partir de maintenant, ce n'est plus seulement votre parole contre la sienne. Ce sont des traces, des écrits, des faits. En sortant de son cabinet, il pleuvait encore sur Besançon. Les gens accéléraient le pas, protégeaient leurs sacs. Moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai levé la tête. Au-dessus des toits gris, le ciel restait fermé. Mais quelque part, derrière, j'avais le sentiment qu'une fissure venait de s'ouvrir. L'enquête a commencé, comme commencent toutes les choses administratives en France, par un courrier recommandé, un tampon bleu et une attente silencieuse. Maître Martin avait déposé plainte auprès du procureur pour abus de confiance et tentative de vente frauduleuse. Pour moi, c'était des mots lourds. Pour le papier, ce n'était que des lignes de plus. Puis un matin, ce ne fut plus seulement du papier. Je revenais du supermarché avec un sac trop lourd pour mes épaules quand j'ai entendu le bruit d'une voiture de police dans la rue. Une Clio sérigraphiée, banale. Elle s'est arrêtée devant la maison. 2 agents en sont descendus. J'ai ralenti sans le vouloir. À force d'habitude, je me préparais presque à ce qu'ils viennent vers moi. Mais non, ils ont sonné chez Karine. Je me suis abritée derrière un arbre, ridicule comme une gamine en train d'épier. La porte s'est ouverte brusquement. Karine est apparue en legging et sweat large, le visage sans maquillage. Elle a parlé vite, avec des gestes indignés. Je ne distinguais pas les mots, seulement son ton. L'un des policiers a pris des notes. L'autre a croisé les bras, patient. Léo est apparu derrière elle, dans l'encadrement de la porte. Ses yeux ont glissé vers la rue, m'ont trouvé. Il a eu un léger mouvement, comme s'il voulait descendre les marches. Karine l'a repoussé d'une main sèche et a claqué la porte. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés à l'intérieur. Quand la porte s'est rouverte, Karine avait les joues rouges, pas de larmes, mais de colère concentrée. Les policiers sont repartis, l'un d'eux lui laissant un papier. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour deviner. Convocation, rappel à la loi, information sur la procédure en cours. Je suis rentrée chez moi sans parler à personne. Plus tard dans la journée, le téléphone a sonné. C'était Maître Martin. « La police a entendu votre belle-fille ce matin », m'a-t-elle dit. Ils m'en ont informé. Elle a évidemment tout nié, prétendant que c'est vous qui manipulez les choses. Mais le dossier médical, le constat d'huissier, les mouvements bancaires, ça commence à faire beaucoup, même pour de bons menteurs. Sa voix avait une neutralité professionnelle, mais je sentais sous les mots une satisfaction froide.
Et pour ma convocation à moi, ai-je demandé. L'audition pour harcèlement moral sera classée, à mon avis, ou restera au stade de main courante. Plus personne de sérieux ne croira que c'est vous le problème, maintenant. Je n'en étais pas si sûre. Dans le quartier, la rumeur avait pris de l'avance sur la procédure. Dans l'escalier, la voisine du dessus continuait de me lancer des regards de biais, comme si j'avais les poches pleines de couteaux. Quelques jours plus tard, alors que je sortais les poubelles, Karine est apparue en bas de mon immeuble. Sa présence m'a frappée comme un courant d'air glacial. Elle ne venait jamais dans ce quartier. Elle a traversé la cour, les talons claquant sur le béton, et s'est plantée devant moi. « Tu es contente de toi » a-t-elle craché. « Tu as appelé la police, les notaires, tout le monde. Tu veux me détruire, c'est ça ?» J'ai serré plus fort le sac poubelle. « Je veux la vérité » ai-je répondu, « et récupérer ce qui m'appartient. » Elle a éclaté de rire. Un rire sec qui ne lui allait pas. « Ce qui t'appartient, rien ne t'appartient. Même ton fils ne t'appartenait pas. Tu crois qu'il voulait que tu fouilles dans nos comptes, que tu salisses sa mémoire avec tes histoires d'avocat ?» La fenêtre de René s'est entr'ouverte à l'étage. D'autres regards sont apparus derrière les rideaux. Karine a baissé la voix, mais ses mots n'en étaient que plus tranchants. « Tu veux jouer à ça? Très bien. Mais n'oublie pas que moi aussi, j'ai des choses à raconter. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la nuit où il est mort? Tu te souviens de ce que tu as fait avant de partir de l'hôpital? » Un voile est passé devant mes yeux. « Je n'ai rien fait, » je murmurai. « Rien. Si tu continues, je répéterai à tout le monde ta phrase exacte, et je dirai que tu voulais qu'on le laisse partir plus vite, pour ne pas s'acharner. On verra alors qui passera pour un monstre. » Elle a reculé d'un pas, satisfaite, puis a lancé par-dessus son épaule. « Profite bien de ton petit appartement, Monique, parce que le reste, tu peux l'oublier. » Quand elle a disparu, René est descendu, essoufflé. « Vous n'êtes pas obligé de me raconter, » a-t-il dit doucement, « mais sachez que je l'ai vu moi aussi. La police, l'huissier, les gens parlent, mais les murs ont des oreilles, et parfois, pour une fois, c'est utile. Ce soir-là, je n'ai pas appelé Maître Martin. J'ai pris un cahier et j'ai tout écrit. La nuit de l'hôpital, les phrases de Karine, les regards. À mon âge, la mémoire s'effrite, mais je savais que bientôt, chaque détail compterait. La convocation de Maître Colin est arrivée dans une enveloppe crème, lourde, comme si le papier lui-même savait ce qu'il contenait. Réunion de famille, succession de Monsieur Laurent Durand. Date, heure, mention de la présence souhaitée de l'épouse, du descendant, de la mère. Et des conseils, évidemment. Se munir de toute pièce utile, ne pas venir accompagner inutilement. Je me suis tenu longtemps avec cette lettre à la main, devant la fenêtre de mon T2. En bas, le Doubs glissait tranquille, ignorant les batailles minuscules des humains sur ses rives. J'ai pensé à Laurent enfant, courant sur les berges, jambes trouées, genoux écorchés, criant « Regarde, man, je vais plus vite que l'eau ». Je n'avais plus couru depuis longtemps. Le jour dit, j'ai remis mon manteau noir. René a insisté pour m'accompagner jusqu'à l'entrée de l'étude. « Je vous attends au café en face », m'a-t-il dit. « Si ça tourne mal, vous traverserez et je vous paierai un chocolat chaud. C'est tout ce que je peux faire. »« C'est déjà beaucoup », ai-je répondu. Dans la salle d'attente de Maître Colin, Karine était déjà là, assise droite, vêtue d'un tailleur sombre qui lui allait trop bien. À côté d'elle, Léo tripotait la fermeture éclair de sa veste, les yeux fixés sur le sol. Un éducateur du service de l'aide sociale à l'enfance l'accompagnait, discret, un dossier à la main. Karine ne m'a pas salué. Elle a simplement réajusté une mèche de ses cheveux derrière l'oreille. J'ai pris place à l'autre bout de la pièce, comme une étrangère. Quand la secrétaire a appelé nos noms, nous sommes entrés dans le bureau de Maître Colin, comme on entre dans une salle d'opération. Le notaire était derrière son grand bureau en bois, lunettes sur le nez, dossier empilé. À sa droite, Maître Martin. À la gauche de Karine, un homme en costume que je ne connaissais pas, son avocat à elle. L'atmosphère sentait l'après-rasage, le papier neuf et le café refroidi. Bien, commença Maître Colin. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un point sur la succession de Monsieur Laurent Durand, décédé le... Il consulta ses notes, le 12 février. Une date pour eux. Pour moi, un trou dans le calendrier. Comme vous le savez,
poursuivit-il, il existait un régime de communauté réduite aux acquêts entre monsieur et madame. La maison située à, il donna l'adresse, fait partie de cette communauté. En revanche, certains apports et certaines sommes pourraient relever d'une origine familiale distincte. C'est l'objet de nos vérifications. L'avocat de Karine s'est penché en avant. Ma cliente n'a aucune intention de léser qui que ce soit, a-t-il dit. Elle souhaite simplement pouvoir continuer à élever son fils dans de bonnes conditions, dans la maison où il a grandi. Il est donc normal qu'elle conserve le bien et la majorité des liquidités. Maître Martin a souri, sans joie. Nous aurons l'occasion d'en débattre, maître. Mais avant cela, je crois que vous n'avez pas encore évoqué un document important, Colin. Le notaire a hoché la tête, a ouvert un tiroir, en a sorti une enveloppe fermée, scellée d'un tampon rouge. En effet, votre fils, Madame Durand, était venu me voir quelques semaines avant son décès. Il a déposé ici un testament holographe que nous n'avions pas encore ouvert officiellement, compte tenu des contestations en cours. Aujourd'hui me semble un moment approprié. Mon cœur s'est mis à battre trop vite. Laurent ne m'avait rien dit. C'était son droit, bien sûr. Mais je me suis sentie soudain doublement étrangère. À ma belle-fille, à mon propre fils. Maître Colin a brisé le cachet, a déplié la feuille avec précaution. Je sous-signai Laurent Durand, en pleine possession de mes facultés. Il marqua une pause. Souhaite, en cas de décès, que ma mère, Monique Durand, récupère en priorité le montant exact de l'apport financier qu'elle a consenti pour l'achat de notre maison, ainsi que tous les meubles provenant de l'héritage de mes grands-parents. Je souhaite qu'en cas de désaccord manifeste avec mon épouse, la maison soit vendue, afin de permettre le remboursement de ma mère et la constitution d'un capital bloqué au profit de mon fils, Léo. Karine a blêmi. « C'est impossible », a-t-elle lancé. « Il ne m'en a jamais parlé. » « Les testaments ne sont pas obligatoirement des œuvres de concert, » répondit Maître Colin avec calme. Maître Martin a pris la parole, douce comme une lame fine. Ce document confirme ce que nous soutenons depuis le début, que Madame Durand n'est pas une intruse dans cette histoire, mais une créancière légitime. L'avocat de Karine s'est agité, parlant de pression morale, de fragilité psychologique de Laurent. Les mots volaient au-dessus de ma tête comme des oiseaux affolés. Léo, lui, ne bougeait pas. Il regardait ses chaussures. C'est alors que Maître Colin a refermé doucement le testament et a pris un autre papier sur son bureau. « Il reste un point à éclaircir, dit-il. Un point que votre mari avait commencé à évoquer avec moi quelques semaines avant sa mort, madame. Il m'a demandé des informations sur la possibilité d'un test de paternité. » Le silence est tombé si brutalement que j'ai cru entendre mon propre cœur cogner dans mes tempes. Une simple inquiétude, a-t-il précisé. Mais dans le contexte actuel, je dois vous poser la question. Avons-nous la certitude juridique que Léo est bien l'enfant de Laurent? ChatGPT danois, je crois que ce jour-là, toutes les femmes de ma génération qui ont eu des enfants ont senti la même chose que moi, sans même être dans la pièce. Ce coup de couteau dans le ventre que donne le doute. Je n'avais jamais imaginé que Laurent puisse ne pas être le père de Léo. Je n'avais jamais voulu l'imaginer. L'enfant, pour moi, avait le même regard un peu sérieux que son père à son âge, la même façon de plisser les yeux quand il réfléchissait. On voit ce qu'on veut voir, je suppose. Karine a sursauté, comme frappée à la nuque. Mais enfin, c'est absurde, s'est-elle écriée. Il a eu un moment de stress, rien de plus. Tout le monde doute un jour, non? On ne va pas salir sa mémoire avec ça. Sa voix montait. L'avocat à ses côtés a posé une main sur son bras, tentant de la calmer. Maître Martin a gardé le silence, attentive. Moi, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous ma chaise. À ce stade, poursuivit Maître Colin, je n'affirme rien. Je vous indique simplement qu'il existe, au dossier, une trace écrite de ces doutes. Et que dans le contexte d'une succession conflictuelle, le procureur pourrait, s'il l'estime nécessaire, demander des éclaircissements. Petite phrase anodine, mais je savais qu'elle en cacherait d'autres, plus tranchantes, dans les couloirs du palais. La réunion a continué comme dans un brouillard. On a parlé de pourcentage, de soult, de comptes bloqués. À la fin, une sorte de schéma s'était dessiné. Vente probable de la maison, remboursement de mon apport dûment évalué, constitution d'un capital au nom de Léo. Rien n'était signé, mais la structure était là.
En sortant de l'étude, je me suis arrêtée quelques secondes dans l'escalier. Maître Martin m'a rejoint. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne sais pas » ai-je répondu. « Je ne sais plus rien, à vrai dire. » Nous avons marché quelques pas ensemble vers le café où René m'attendait. « Le notaire a raison » a-t-elle repris. Dans un dossier aussi chargé, le parquet peut très bien décider de vérifier la filiation. Ce n'est pas systématique, mais vu le contexte, les accusations croisées, les mouvements d'argent, la plainte pour abus, la non-assistance potentielle, tout se tient. Elle a regardé devant elle, comme si elle lisait un texte invisible. « Et vous, Madame Durand, comment vous sentiriez-vous si le test démontrait que Léo n'est pas le fils de Laurent ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Au fond, je savais que la question allait arriver. Quand on commence à tirer sur un fil, la pelote entière vient avec. « Je ne sais pas » ai-je répété. « Je l'aime. C'est tout ce que je sais. Je l'ai gardé, emmené au parc, j'ai attendu devant l'école. Ce n'est pas un test qui enlèvera ça, mais pour l'héritage, pour la vérité, je suppose que je préfère la lumière au mensonge. » Elle a hoché la tête comme si elle coche une case intérieure. Les semaines suivantes ont été faites d'attentes et de phrases incomplètes. J'ai appris que le parquet avait ouvert une information judiciaire, que le juge d'instruction avait demandé des compléments sur les comptes bancaires, sur l'annonce immobilière, sur le dossier médical. On m'a convoqué pour une nouvelle audition plus longue, plus précise. Karine aussi. L'infirmière de garde a été entendue. Le médecin a dû s'expliquer sur son pourquoi n'avoir appelé personne plus tôt. Et puis, un jour, Maître Martin m'a téléphoné avec cette voix trop maîtrisée qui annonce les nouvelles importantes. Le juge a ordonné un test ADN, a-t-elle dit. Karine a tenté de s'y opposer, mais le refus est très mal vu. Finalement, elle a accepté. Résultat dans quelques semaines. Quelques semaines. À 68 ans, on n'a plus le temps pour quelques semaines. Mais la justice, elle, n'a pas d'âge. Quand le courrier est arrivé, je l'ai posé sur la table, à côté de ma tasse de thé, comme si c'était une facture d'électricité. Je l'ai ouvert avec soin, en évitant de déchirer les bords. Il y avait des mots techniques, des pourcentages, des probabilités de paternité. Au milieu, une phrase simple. Les résultats obtenus ne sont pas compatibles avec une filiation biologique entre Monsieur Laurent Durand et l'enfant Léo D. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai dû m'asseoir. Pas parce que je ne m'y attendais pas tout à fait. Au contraire, un coin de moi s'y était préparé, mais parce que c'était désormais définitif, tamponné, irréversible. Léo n'était pas le fils de mon fils. Il n'était juridiquement rien pour moi. René a frappé à la porte au même moment, comme si quelqu'un l'avait envoyé. « Vous avez l'air d'un drap qui sort de la machine », a-t-il soufflé. Tout froissé. Je lui ai tendu le papier sans un mot. Il a lu, a levé les yeux vers moi. « Ça change quoi pour vous ?» a-t-il demandé doucement. Je n'ai pas su répondre. J'avais la sensation étrange que ce test venait non pas de couper un lien, mais d'en révéler un autre que je n'avais jamais vraiment nommé. Celui qui me liait, moi à moi-même. Mon sang, mon passé, mes erreurs. Le soir, Maître Martin m'a rappelé. « Ce résultat va renforcer encore notre position sur l'héritage », a-t-elle expliqué. Karine perd un argument majeur, mais il va aussi poser une question éthique. Le juge vous considérera-t-il encore comme partie prenante pour l'avenir de Léo? Et vous, que voulez-vous faire, maintenant que vous savez? Je suis restée silencieuse un long moment. Je crois, ai-je fini par dire, que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai vraiment le choix. Je n'ai presque pas dormi la nuit qui a suivi. Le papier du test est posé sur la table, comme une lampe allumée que je n'arrivais pas à éteindre. Léo n'était pas le fils de Laurent, donc pas mon petit-fils. Donc, rien pour la loi. Mais la loi ne sait rien des bras qui bercent, des histoires du soir, des goûters au chocolat. La loi ne sait rien de ce que j'ai été pour lui, ni de ce que j'ai perdu. Elle sait compter, c'est tout. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec Maître Martin et Maître Colin pour ce qui devait être, selon leurs mots, la phase finale de régularisation. J'ai compris plus tard qu'en langage juridique, régularisation signifie souvent que chacun assume ses décombres et qu'on mette tout cela au propre. Dans l'étude, Karine était déjà là. Son visage était fermé, presque cireux. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 mois, mais une part d'elle-même résistait encore, tenace,
comme ces plantes qui percent le béton pour continuer à pousser. Maître Colin a commencé par rappeler les points acquis. La maison serait vendue. Mon apport initial, évalué d'après les traces bancaires, me serait remboursé intégralement. Les objets hérités de mes parents, retrouvés via le constat d'huissier, me revenaient de droit. Une partie du produit de la vente serait placée sur un compte bloqué au nom de Léo jusqu'à sa majorité. Puis il a parlé du test ADN. Karine a serré les lèvres. « Je ne commenterai pas », a-t-elle craché. Laurent aurait détesté qu'on en arrive là. « Peut-être », a répondu calmement Maître Martin, « mais ce n'est pas votre mari qui a tenté de vendre la maison en douce, ni qui a vidé des comptes. La situation est ce qu'elle est. » Les discussions se sont prolongées encore 1 heure. À la fin, les avocats ont proposé une transaction globale. Karine acceptait la vente immédiate, renonçait à contester le testament holographe, récupérait un montant raisonnable pour reloger Léo, tandis que moi, je renonçais à poursuivre plus avant pour non-assistance à personne en danger, à condition que certaines pièces médicales restent consignées et accessibles si un jour la justice voulait rouvrir ce volet. Un compromis. Pas une victoire éclatante, mais une forme de paix. Et à mon âge, la paix vaut parfois plus qu'un trophée. Quand tout fut signé, Karine est restée assise, immobile, la tête baissée. Léo, lui, se tenait près de la fenêtre. Il regardait le quai d'en face, les voitures qui passaient, les passants qui ne se doutaient de rien. J'ai pris une inspiration. « Je peux lui parler ?» ai-je demandé. L'éducateur a répondu « oui », d'un signe de tête. Karine a voulu intervenir, mais son avocat l'a retenue. Je me suis approchée de l'enfant. Mes mains tremblaient. Léo, il a levé les yeux. Pas un mot. Mais il y avait dans son regard tant d'incompréhension, tant de fatigue pour un petit garçon de 10 ans. Je ne serai plus aussi présente qu'avant, ai-je dit doucement. Pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que certaines choses sont compliquées et les adultes n'arrivent pas toujours à les expliquer sans faire de mal. Il a serré les poings. Tu vas me laisser, toi aussi ? Cette phrase m'a coupé le souffle. Non, ai-je soufflé. Je ne te laisserai pas. Mais je ne pourrai plus décider pour toi. Seulement être là si un jour tu veux me parler. Et j'ai quelque chose pour toi. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. C'est une lettre. Je veux que tu l'ouvres quand tu seras grand. Elle parle de ton père. De la vérité. De l'amour qu'il avait pour toi, même dans le doute. Et de ce que moi j'ai essayé de faire. Il a pris l'enveloppe, hésitant, puis l'a glissée dans sa poche. Je suis partie sans me retourner. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai vidé la maison vendue pièce par pièce. J'ai récupéré la grande table de mes parents, l'horloge murale et le petit banc sur lequel Laurent apprenait à lasser ses chaussures. J'ai donné le reste ou laissé au brocanteur. Une maison vide, on dirait presque une carcasse. Mais parfois, il faut laisser les carcasses derrière soi. Un matin, seul dans mon T2, j'ai ouvert un vieux classeur où dormait un contrat d'assurance vie que j'avais oublié. L'argent n'était plus colossal. La vie mange les économies sans scrupule, mais il y avait assez pour faire quelque chose de juste. J'ai modifié la clause bénéficiaire. Fonds de bourse Laurent Durand, destiné aux étudiants infirmiers de Besançon. Pas pour Karine. Pas pour moi. Pas même vraiment pour Léo. Pour les mains qui avaient tenté de sauver mon fils cette nuit-là. Aujourd'hui, quand je me promène le long du Doubs, je marche plus lentement, mais sans honte. J'ai perdu un fils. J'ai perdu un petit-fils que je croyais mien. J'ai perdu une maison, des illusions, un nom sur une boîte aux lettres. Mais j'ai gagné quelque chose que personne ne pourra plus me reprendre. La certitude d'avoir relevé la tête. Et à toutes celles qui m'écoutent, qui ont mon âge ou un peu plus, qui pensent qu'on ne les voit plus, qu'on les piétine sans conséquence. Le silence des mères n'est pas un consentement. Il est une tempête qui attend son heure. Et quand cette heure arrive, même les murs qu'on croyait solides apprennent à trembler. I mean, you're just generally asking about feet. As in, like, you're curious about the definition of the word feet? You have bunions. I don't have bunions. I have been told I have quite nice feet, actually. This is so funny. I was talking about feet last night. Not my thing. I do appreciate when someone has nice feet versus really ugly feet. I'm just really curious as to, like, when someone comes in and says feet question mark, like, what it's a subjective question, everyone perceives it in their own way.
Oh, like we're interpreting feet. Thanks, Dips. Does wake up chat pretty fast? Exactly, that's why I do it. I don't need all my tags. It's like a philosophical. Oh, so we're debating what defines a foot. Feet over, yeah. There we go. Sorry. To feet or not to feet? But like, can you actually answer me seriously? Can you, like, if you came into chat and typed feet question mark, what do people who actually seriously have the feet tag do? More like, okay, I'm overstimulated immediately by this song. What the fuck was that? Who was that? Andy, was that yours? Andy, that was really stressful. 2 feet. Right, and now we listen to fucking Barbie Girl. Guys, you know when I said, can we have some motivational songs? I pride my stream on having good music, and we're listening to Barbie Girl right now, guys. You need feet. If you have feet, what are you without it? Sorry? I am a foot? Sorry? Stop! No, this foot chat is damaging my gameplay now. Stop it. I really need you to answer my question. Can someone request Your New Morning Alarm by Mark Rabier, please? They do feet related stuff. So as in, yeah, so but if you came in and typed that, like, would they get their feet up on stream? Do people actually show their feet on stream? I do feet related stuff. Like I walk. Oh, do exclamation mark remove silly. And then you can do the title and the artist. Just make it like exactly how it reads on Spotify, else it'll bug out. You're not, so when I ask feet, referring to your feet tag. So, oh, as in like, so you're questioning the fact that I wasn't showing my feet because I'm in the foot tag. Do people in the foot tag are just showing their feet all the time? They're just doing foot stuff? What is foot related stuff? Yeah, what is foot related content? Like, are they filming their feet? Do they have a foot camera? You can play. Thanks, Andy. Andy, we were listening to the 10-minute version yesterday. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Oh, fuck me. That was rough. Okay. Bring back the fish. Oh my god, wasn't that really bad? Wasn't it A, really unhygienic, and they also starved the fish? You have a lot of feet content, like feet ASMR. Please, someone tell me about feet ASMR, feet role plays, feet talk. I can talk about my feet if you like. Give me £10, I'll talk about my feet for 5 minutes. I can talk about anything. We're getting into the foot multiverse. I could talk about my feet. I like to play Footloose. Rebel, I'm really sorry this is the conversation. Rebel, what was your day look like? Yeah. Did you really, Dips? Please tell us more. Oh, fuck off. Foot multiverse is really good. I want to be part of the foot multiverse. Oh my god, guys, I'm so hungry. Who is this?